Il est 14 h sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Bon après-midi, bonjour à tous. Bonjour Loïc. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Confinera ou confinera pas Nice et tout le département des Alpes-Maritimes suspendu à l'annonce des autorités. Quelle décision sera prise pour stopper l'explosion des cas? L'hypothèse qui tient la corde, c'est un confinement de tout le littoral le week-end et dans certaines zones la semaine. On sera fixé dans la journée. Également au programme, ces 5 interpellations après une soirée clandestine hier sous le périphérique parisien. La police est intervenue vers 1 h du matin dans cette soirée sauvage qui a rassemblé une centaine de participants et sans aucun geste barrière dans laquelle l'un de nos journalistes a pu s'infiltrer. Pendant ce temps-là, Israël déconfine ses théâtres, cinémas ou encore salles de sport. Dans 2 semaines, ça sera le tour des bars et des restaurants, à condition d'être totalement vacciné. Près de la moitié de la population l'est déjà. Attiré par ce sésame, le passeport vaccinal pour reprendre une vie normale. Brut, Snapchat et consorts. Depuis 2017, Emmanuel Macron multiplie les techniques d'approche sur les réseaux sociaux en direction de la jeunesse française. Dernier coup en date, ce défi lancé aux youtubeurs stars McFly et Carlito d'atteindre 10 millions de vues avec une vidéo sur les gestes barrières. La vidéo totalise déjà plus d'1 million de visionnages. C'est donc le temps fort de cet après-midi, ces annonces qui doivent normalement tomber dans la journée. Quelle décision pour casser la dynamique épidémique dans le département? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus attendre, dit l'exécutif. Rimbey, on vous retrouve à Nice, devant la préfecture justement, et la piste du confinement localisé est clairement sur la table. Oui, en tout cas, c'est celle qui revient le plus souvent aux oreilles de notre service politique à BFM TV. Donc, confinement sur les villes du littoral des Alpes-Maritimes le week-end. Vous savez qu'il y a des consultations entre le préfet, les élus, les autorités sanitaires, les acteurs économiques du département, et cela depuis hier soir. Et ce qui semble ressortir de ces consultations, selon un participant, c'est justement cette option d'un confinement très localisé sur le littoral le week-end, mais aussi une réduction des jauges dans les magasins et puis l'interdiction de se rendre dans certaines zones comme la promenade des Anglais à Nice. Alors tout ça n'est pas encore être tranché, devra de toute façon être définitivement pour le coup tranché par l'exécutif sur proposition du préfet. Et puis ces annonces pourraient ensuite intervenir dans la bouche du préfet dans une conférence de presse d'ici à la fin de journée. Là encore, la forme que prendront ces annonces n'est pas encore actée. Tout ça est en cours de calage pour l'instant. Merci Rimbey pour ces précisions. Donc en direct de Nice où on attend donc encore ces décisions fortes. Vous êtes avec Valentin Rivolier. Ici en plateau nous a rejoint Bruno Megarban. Bonjour. Vous êtes le chef du service de réanimation médicale à l'hôpital APHP de Lariboisière. Est-ce qu'on va pouvoir stopper cette hémorragie dans les Alpes-Maritimes avec les mesures en tout cas auxquelles on pense, notamment sur un confinement probablement localisé? Oui, tout à fait. Les mesures de confinement, c'est-à-dire de restriction des interactions sociales, sont parfaitement efficaces pour contenir la diffusion du virus. En fait, à Nice, on a la conjonction de 3 paramètres aujourd'hui. D'abord, un taux d'incidence des nouveaux cas de contamination extrêmement élevé, jusqu'à 750 nouveaux cas pour 100 000 habitants, ce qui est à peu près 2 fois ce que l'on a observé en Moselle et 3 fois la région parisienne, 20 fois la Bretagne. Donc c'est extrêmement élevé. Deuxième facteur, c'est un taux de circulation du variant anglais extrêmement élevé, 50%. Et on savait qu'avec l'augmentation de la circulation des variants au-delà d'un certain seuil, il y avait un risque d'emballement de l'épidémie. Et troisièmement, une saturation des services de réanimation extrême, puisque 100% des lits de réanimation habituels sont occupés par les patients qui ont la Covid-19. Et en plus, il y a des lits qui sont ouverts dans des secteurs non dédiés à la réanimation. Donc on a la conjonction des 3 paramètres qui fait que très probablement le gouvernement, en accord avec les élus locaux, s'orientera vers des mesures de restriction supplémentaires avec ce qu'on appelle le confinement, alors soit partiel le week-end, soit total et strict. Ouais, il y a ce paramètre dont vous parliez, de la diffusion du virus. Le variant anglais présent à 50% chez nous, eh bien, il n'est pas arrivé tout seul. Ça, c'est la colère du maire de Nice. Il s'en prend aussi aux touristes. Ne venez pas, ce n'est pas le moment. Voilà ce que leur dit Christian Estrosi. Joanne Rouquet, vous êtes notre correspondant à Nice. Qu'en pense-t-on dans les rues aujourd'hui ?
Exactement, vous l'avez dit, les élus locaux et Christian Estrosi, le maire de Nice, pointent du doigt ces touristes qui étaient très présents durant les vacances de Noël et du 1er de l'an et qui sont également présents sur ce début de vacances de février, car selon eux, c'est l'un des facteurs qui aurait accentué et qui aurait fait la recrudescence de l'épidémie et l'explosion des cas dans les Alpes-Maritimes. Mais sont-ils nombreux ces touristes ici sur la promenade des Anglais? La seule façon de le savoir, il faut demander la question à Alex. C'est le kiosquier le plus populaire de la promenade des Anglais. Et si forcément il y a des touristes, ils ont acheté forcément un souvenir ici. Alors Alex, y a-t-il des touristes? Sont-ils nombreux pour ces vacances de février? Bonjour Johan, effectivement il y en a un petit peu plus qu'il y a quelques semaines. On s'en rend compte à des indicateurs très précis. On a notamment des ventes de produits touristiques qui ne se font par définition qu'avec les touristes. Donc à la fois des gens qui viennent du Var et des Bouches-du-Rhône et aussi des gens du reste de la France, puisque moi je leur pose la question régulièrement quand j'ai un peu de temps. Et effectivement, il y a des touristes. Alors c'est pas un nombre incroyable, mais il y a effectivement des touristes sur la promenade des Anglais. Et d'ailleurs, c'est le lieu emblématique de Nice. Vous comprenez si des mesures sanitaires devraient être renforcées, peut-être pourquoi pas à la fermeture de la promenade des Anglais? Est-ce que ça se comprend? Écoutez, en tout cas d'un point de vue sanitaire, il semblerait que ça se comprenne. Commercialement, c'est difficile parce qu'on rentre dans les vacances et que c'est une période qu'on attendait dans une année difficile commercialement. Maintenant, encore une fois, si les mesures sont prises et qu'elles ont du sens et que ça permet de travailler de façon pérenne par la suite, on les acceptera. De toute façon, ça fait plus d'un an que tout le monde, y compris les commerçants, se plie aux décisions gouvernementales. On s'y pliera et puis on essaiera de travailler autant que faire se peut. Merci beaucoup Alex, et vous l'aurez compris, les négociations sont en cours pour le moment entre les élus locaux et le préfet des Alpes-Maritimes, mais les discussions sont difficiles pour savoir comment on peut empêcher de faire venir les touristes ici sur la Côte d'Azur. Johan Roquet en direct de Nice avec Emma Arnaud. Merci pour ces dernières précisions. En tout cas, ces avis de Niçois qui eux aussi attendent ces décisions dans la journée. Elisa Bertolomé avec nous, journaliste du service politique BFM TV. On voit ce qui va se passer dans ces prochaines heures dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que ça ouvre la porte à d'autres décisions localisées dans d'autres départements ou régions de France? En tout cas, c'est le grand retour de la territorialisation des mesures qui avait été laissée de côté depuis quelques semaines. Une explication à cela, le virus circulant sur tout le territoire de manière quasi uniforme. Le gouvernement avait fait le choix de prendre des mesures nationales. C'était l'avancée du couvre-feu à 18h sur tout le territoire. Là, on est dans une situation un peu particulière puisque dans les Alpes-Maritimes, les courbes s'envolent. Le taux d'incidence est bien plus haut que la moyenne nationale. Les contaminations explosent, d'où ce choix de prendre des mesures territorialisées. Et on peut d'ailleurs se demander si ça ne va pas être le cas pour d'autres départements à venir. La Moselle, par exemple, où la situation n'est pas des plus joyeuse non plus, ou le Nord avec Dunkerque. Ce choix de la territorialisation, c'est aussi un choix politique, puisqu'en parallèle de l'aggravation de l'épidémie dans certains territoires, dû aux variants notamment, il y a cette petite musique sur la lassitude des Français, les contraintes liées au couvre-feu à 18h, le beau temps qui revient, les envies d'ailleurs, les envies d'un retour à une vie normale. À ce stade, le gouvernement ne peut pas se permettre de prendre le même type de décision pour les Alpes-Maritimes, par exemple, où l'incidence approche les 800 pour 100 000 habitants, ou le Finistère, où elle est inférieure ou égale à 50 pour 100 000 habitants. Le confinement, même partiel, c'est une décision difficile à prendre, lourde, qui nécessite de la mesure et donc de la prudence et des choix différenciés de la part du gouvernement. Merci beaucoup Elisa. Bruno Megarban. Pour reprendre ce que dit aussi Christian Estrosi sur la diffusion, il disait en décembre, on avait 20 vols par jour sur l'aéroport de Nice. On en a aujourd'hui 120 qui viennent de plein de pays. Et encore, quand ça se passe par avion, c'est qu'il peut y avoir facilement des contrôles. On ne parle pas de tous les trajets qu'il peut y avoir par route ou par train. Là, ça ouvre la porte finalement, un confinement territorialisé, à faire la même chose à d'autres territoires peut-être en France, et donc à fermer des régions peut-être, des départements, à interdire des déplacements. Ça peut être une solution ? Oui, c'est une solution possible, effectivement. On voit que plutôt que d'imposer un confinement strict à l'ensemble du pays, avec les conséquences sociales et économiques que l'on connaît, peut-être inutilement dans certains endroits, autant adapter la mesure à la situation locale épidémiologique. Et on sait aujourd'hui très précisément, à un jour près, mesurer exactement la variation de la progression de l'épidémie. Donc on peut prendre quasiment au dernier moment une solution un peu stricte pour éviter une catastrophe. Les mesures préventives 15 jours avant, c'est peut-être pas utile. Par contre, dès qu'on voit repartir l'épidémie à la hausse, on peut tout à fait immédiatement mettre en place des mesures à l'échelle territoriale
pour éviter effectivement on va dire la progression de l'épidémie et donc protéger la population locale, mais évidemment aussi pour éviter que le virus qui diffuse à un niveau élevé dans une région ne puisse être transporté par les voyageurs vers d'autres régions de la France. Et donc c'est sûr que probablement à un moment donné, il y aura aussi arrêt des déplacements interrégionaux, interdépartementaux en fonction du niveau de restriction décidé. Bruno Megarban, vous restez avec nous sur le plateau cet après-midi. On vous parle à présent de ces images vraiment surréalistes. Il s'agit d'une soirée clandestine qui a eu lieu hier soir à Paris, sous le périphérique parisien. Près d'une centaine de personnes y ont participé, la grande majorité sans masque, sans respect des gestes barrières. La police est intervenue peu après 1h du matin. 5 organisateurs présumés ont été interpellés. Hilal Laflay. Une fête clandestine sous le périphérique parisien, c'est ce qu'a découvert par hasard notre journaliste Olivier Gallup. Alors hier soir, je quitte le travail aux alentours de 22h, je prends un VTC et là, mon chauffeur me parle de groupes d'individus qu'il aurait vus à pied sur le boulevard périphérique. Des gens, des groupes de jeunes, me dit-il, qui entreraient dans le tunnel par des issues de secours. Notre journaliste se rend sur place et tente de trouver le lieu où se déroule cette soirée. Selon le couloir, c'est tout simplement l'éclairage qu'il y a au-dessus du boulevard périphérique. Je continue ma progression. Une fois arrivé dans ce couloir très sombre et au détour de quelques rencontres, j'arrive en haut des escaliers dans une salle relativement grande et là, je tombe face à une centaine d'individus. Tous les participants dansent les uns contre les autres. Aucun geste barrière n'est respecté lors de cette fête clandestine qui, au vu du matériel utilisé, semble loin d'avoir été improvisé. C'est aux alentours d'1h du matin que les forces de l'ordre interviennent et mettent un terme à la soirée. On assiste de plus en plus sur le territoire national à des soirées clandestines. Évidemment, il y a souvent des communications qui sont faites sur les réseaux cryptés, sur les réseaux aussi sociaux, surtout Snapchat. Donc ça rend compliqué la tâche de déceler en amont ce genre de soirée. Et malheureusement, effectivement, la réponse efficace que les policiers ont, c'est de pouvoir intervenir lorsque ces soirées sont signalées, lorsque ces soirées sont constatées. Sur les réseaux sociaux, la préfecture de police annonce que le matériel sono a été saisi et les 5 organisateurs interpellés. Ils risquent jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour mise en danger de la vie d'autrui. Une enquête judiciaire est en cours. Voilà donc ce qu'a découvert notre collègue Olivier Gallup qui a fait son boulot. Mais Olivier, on se pose une question. Comment les forces de l'ordre sont-elles mises au courant de ce type de fête clandestine? Alors elles sont mises au courant, elles peuvent être mises au courant de différentes façons. D'abord parce qu'elles sont informées de la situation par des riverains qui les appellent et qui disent qu'ils sont dérangés par un tapage nocturne. Ça c'est la possibilité la plus fréquente. L'autre possibilité, comme hier soir, les forces de l'ordre, on nous a dit qu'elles avaient assisté finalement à des regroupements, qu'elles avaient entendu du bruit. Des gens qui traversent un périphérique à 10h ou 22h ou 23h, c'est pas très commun. Donc les forces de l'ordre, elles ont été averties de cette façon. Et puis, il y a des groupes qui sont créés sur les réseaux sociaux et les forces de l'ordre peuvent également être informées par ce biais-là, mais c'est plus compliqué parce qu'évidemment, ce sont des groupes fermés, il faut avoir des informations, il faut les rejoindre, donc c'est beaucoup plus compliqué d'être informé par ce type de réseaux sociaux. En revanche, les riverains qui, entre guillemets, dénoncent les tapages nocturnes, ça c'est beaucoup plus fréquent. Alors ça c'est pour les sources d'information. Maintenant, comment est-ce que les forces de l'ordre interviennent aussi sur le terrain, comme là c'était le cas à 1h du matin? Alors là, on est dans une configuration un petit peu particulière parce qu'on n'est pas dans un domicile, parce qu'il faut savoir que les forces de l'ordre, quand il s'agit de domiciles privés, elles ne peuvent pas intervenir entre 21h et 6h du matin, sauf quelques exceptions, par exemple quand le propriétaire les invite à rentrer dans l'endroit particulier, ou quand c'est une personne qui demande à l'aide à l'intérieur de cette même habitation. Elles ne peuvent pas non plus intervenir, ces forces de l'ordre, si elles ne sont pas assez nombreuses, parce qu'elles doivent attendre des renforts. Il ne faut pas qu'elles se mettent elles-mêmes en danger et qu'elles mettent également en danger par leur intervention les participants à ces soirées clandestines. En général, l'intervention est assez rapide, sauf quand il s'agit de gros rassemblements. C'est cela qui pose le plus de problème aux forces de l'ordre. Souvenez-vous, ce 31 décembre dernier, quand les gendarmes avaient été appelés pour cette rave party colossale, il y avait 3500 participants. Là, les gendarmes avaient dû attendre avant d'intervenir. L'objectif dans ces cas-là, c'est vraiment de retrouver les organisateurs, de les identifier pour qu'après il puisse y avoir une enquête judiciaire qui soit ouverte et évidemment verbaliser quand c'est possible les participants.
Merci beaucoup Mélanie. En Israël, les habitants voient vraiment le bout du tunnel. Les théâtres, les salles de spectacle, de cinéma, les salles de sport aussi notamment rouvrent aujourd'hui. Et dans 15 jours, ce sera le tour des bars et des restaurants. En tout cas pour ceux qui ont reçu leurs 2 injections de vaccin. Près de la moitié des Israéliens ont déjà été vaccinés. Et ce qu'il en ressort, d'après le gouvernement israélien, c'est que le vaccin Pfizer qui est utilisé là-bas est efficace à plus de 95%, et ce contre les contaminations. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La correspondance sur place de Julia Ganantia. Israël entame aujourd'hui sa 2e phase de déconfinement avec la réouverture pour tous des centres commerciaux, des marchés, des musées et des bibliothèques. Et pour certains, la réouverture des salles de sport, des hôtels ou encore des activités culturelles. Alors je dis pour certains car ces réouvertures-là, très spécifiquement, concernent seulement les personnes qui vont être munies du passeport vert. Concrètement, comment ça marche? Il s'agit d'un code barre que l'on télécharge sur le site du ministère de la Santé après avoir donné son numéro d'identité et avoir certifié que l'on est ou guéri du Covid-19 ou que l'on a reçu les 2 doses du vaccin. Ce code barre, on l'a ensuite sur son téléphone et il nous donne accès donc à tout un tas d'activités, une sortie au théâtre, une exposition, un week-end à l'hôtel. On peut le faire donc aujourd'hui avec ce passeport vert. Alors la campagne de vaccination en parallèle se poursuit en Israël, elle a quelque peu ralenti et puis elle est revenue de plus belle, certainement grâce à la mise en place de ce passeport vert qui en a convaincu plus d'un à aller se faire vacciner. Voilà pour la situation à Israël. On en est bien loin, en tout cas en ce qui concerne la vaccination de cette avancée israélienne. De notre côté en France, les choses sont bien différentes. On craint même au niveau des autorités un certain relâchement à cause du beau temps. On va l'observer à Paris où on vous retrouve, Léna Marjac. Vous êtes tout près du parc Montsouris dans le sud de la capitale, dans le 14e arrondissement. Et on imagine qu'avec cette météo encore printanière aujourd'hui, les Parisiens sont de nouveau de sortie. Effectivement, les Parisiens se sont donné rendez-vous pour profiter de cette belle journée ensoleillée. Regardez derrière moi sur ces images, les pelouses ensoleillées se sont remplies depuis ce midi, principalement des familles, des groupes d'amis venus pique-niquer, venus se reposer et pour certains se retrouver également parce qu'avec certains Parisiens que j'ai pu rencontrer, ils me l'ont tous répété d'ailleurs, ils avaient besoin de profiter un petit peu du soleil, de se retrouver parce que pour certains ça faisait des semaines, voire des mois qu'ils ne s'étaient pas vus. Alors évidemment, tout en respectant les gestes barrières, on le voit ici au niveau du lac, chacun est sur son banc, même ici sur les pelouses, il y a des distances assez conséquentes entre chaque famille, entre chaque personne et le port du masque aussi est globalement respecté. Alors les Parisiens font attention tout en profitant de ce beau soleil. Merci beaucoup Léna, dans le parc Montsouris donc de la capitale, avec notamment beaucoup de jeunes qui n'en peuvent plus de rester enfermés. Comment s'adresser à eux, un président youtubeur? C'est le défi d'Emmanuel Macron qui n'hésite plus à se filmer en selfie avec son iPhone pour communiquer directement avec eux sur les réseaux sociaux. Clément Gauvin, Blandine Dalena. Donc là, on y est. C'est une vidéo sans masque et sans distanciation, avec un objectif: sensibiliser les jeunes à l'importance des gestes barrières. J'ai ôté mon masque en voiture, j'en pouvais plus de pas respirer. J'utilise pas les gels hydroalcooliques quand je sais qu'ils sont trop gras. C'est trop visqueux. Une façon humoristique et décalée qui permet au duo star des réseaux sociaux McFly et Carlito de répondre à leur façon au défi que leur a lancé Emmanuel Macron. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter. Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Elysée. Instagram, Snapchat ou encore TikTok, Emmanuel Macron est omniprésent sur les applications préférées de la jeune génération. Sur des sujets plutôt légers. Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous. D'abord pour vous dire bravo. Ou plus polémiques, comme les violences policières. Il y a des violences de policiers, c'est tout à fait vrai. Un entretien de plus de 2 heures sur Brut, un média uniquement présent sur les réseaux sociaux et qui aurait réuni plus de 7 millions de jeunes. Le président de la République a trouvé ce code de communication différent qui répond au sujet de fragmentation des audiences. Tout le monde ne regarde pas les mêmes canaux de diffusion. Les jeunes sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Selon un récent sondage, la cote de confiance d'Emmanuel Macron est plus élevée chez les 18-24 ans que chez l'ensemble des Français. 47% contre 36% ce mois-ci. Une cible à laquelle le chef de l'État est de plus en plus attentif, après d'1 an de l'élection présidentielle. On fait un point sur le trafic.
Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et la situation est bien plus favorable aujourd'hui sur les routes de France. Vous le voyez, Bison Futé annonce une journée verte sur l'échelle nationale, aussi bien du côté des départs que des retours, ce qui ne vous autorise pas non plus à faire n'importe quoi sur la route. Restez vigilants. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Nice et le département des Alpes-Maritimes vont-ils connaître un nouveau confinement localisé? On voit ça dans un instant. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus attendre, dit-on, dans l'exécutif. La préfecture doit annoncer sa décision d'ici la fin de journée. À tout de suite. Ce vaccin, c'est un petit geste. Mais aujourd'hui, il faut avancer. On a enfin une lueur d'espoir. J'ai confiance, je me suis fait vacciner. C'est la seule solution pour s'en sortir. À vous de le faire aussi, comme ça on pourra se retrouver ensemble. Ça y est, Chatounet, on passe à la télé. Chatounet! Heureusement, la Paulette a plus d'un produit dans son sac. Du pratique, de l'authentique, de l'efficace. Et voilà le travail. Paulette, la terreur du ménage. Et si tous les emballages alimentaires étaient entièrement renouvelables? Aujourd'hui, nos emballages sont composés jusqu'à 89% de matériaux d'origine végétale. Notre ambition est d'aller encore plus loin. Participez au changement, choisissez le carton. Plus d'informations sur gonature.tetrapak.fr. Tetra Pak protège ce qui est bon. Avec laposte.fr, mes timbres sont aux couleurs de mon entreprise. Imprimer mes timbres avec mon logo, c'est simple, c'est sur laposte.fr. Et en ce moment, la personnalisation du logo est offerte. Antoine bricoleur? Non. Oui, bon ça va, on était assurés. Grâce à la Matmut qui assure certaines maladresses. Matmut, ma valeur sûre. Ouais, Noémie, on a bien reçu les courses et t'avais raison, elles sont super les nouvelles assiettes. Bon, en revanche, tu vois, pour la prochaine fois, ce qui serait bien, c'est d'acheter des aliments à mettre dedans. Parce que tu vois, la porcelaine, ça se mange pas. Avec Monoprix.fr, c'est bien sûr l'alimentaire, mais aussi toute la déco que vous recevez chez vous. Du coup, j'ai faim. Genre très très faim. J'aime ma cure. Je prends soin de mes articulations, mon sommeil, mon poids, mon souffle. Chaîne Thermale du Soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier. Des jumeaux. Oui, David est bientôt papa. Alors bon, c'est peut-être le bon moment pour trouver le bon emploi près de chez lui, qui lui laisse assez de bon temps. Non parce que bon, des jumeaux quoi. Mais ça va aller. Avec le bon emploi à la bonne distance de la maison, tout va bien se passer, David. Le bon coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Ce joueur de tennis professionnel est là pour attirer votre attention. Alors que nous vous informons qu'eToro vous permet d'investir dans les actions des plus grandes bourses au monde, sans payer de commission. Avantage eToro. Chez Emma Matelas, nous savons que personne ne dort de la même façon. Trouver un matelas qui convient à tous peut se révéler impossible. Jusqu'à aujourd'hui. Emma, le matelas pour tous, testez-le pendant 100 nuits sans risque. Livré chez vous gratuitement. Dormez mieux, dormez heureux. Pendant les soldes, offre exceptionnelle sur le site Emma. Comme un crève-cœur, j'attendrai son nom. 7 heures désertique, sensible mais sensible. Carte noire, intensément aromatique, intensément vivant. Vendez votre voiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne.
Vraiment facile, rapide et sûr. Je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Se tenir à la croisée des chemins nous amène à faire le bon choix, surtout lorsque l'on parle du futur. Alors, que choisissez-vous? Reproduire les erreurs du passé ou bien écrire ensemble l'avenir? Nouvelle 500 inspire le futur depuis toujours. Nouvelle Fiat 500, désormais 500% électrique à partir de 129 € par mois et sans aucune condition de reprise. When you walk through a storm, walk on through the wind, walk on with hope in your heart and you De lumière, voilà de quoi Paris est faite. Cette lumière nous ouvre la voie et repousse les limites. 4x4, hybride, 300 chevaux, électrique. DS7 Crossback Eaton's 4x4, hybride rechargeable. Essayez-le pendant 24 heures. Une fossette. C'est de cette fossette dont vous êtes tombé amoureux. Et si vous ne l'aviez pas vue? Verre optique Nikon, une vision d'exception. Ceci est un dispositif médical. Restez au chaud devant la météo avec Helio, expert des projets de rénovation énergétique. Des travaux à l'obtention des aides, Hello Helio. C'est un dimanche très ensoleillé du côté de Arras, un temps printanier, une température de 16 degrés, magnifique ciel bleu actuellement. Alors on a quand même quelques petits bémols aujourd'hui, les conditions globalement restent quand même très agréables, mais on va le voir sur l'animation satellite, on a ce voile de nuages qui s'installe sur les régions de l'ouest et qui va avoir tendance à gagner un petit peu de terrain localement, quelques précipitations également sur la pointe bretonne. Demain matin, ces précipitations seront beaucoup plus généralisées sur une bonne moitié ouest. Et puis dans ce flux de secteur sud, toujours ces entrées maritimes. Sur le Languedoc-Roussillon, des pluies soutenues localement orageuses. Et puis ce vent d'autant qui va souffler très fort. On attend des rafales jusqu'à 100 km/h. Le soleil sur l'extrême pointe bretonne et également des Hauts-de-France jusque sur le sud de l'Alsace. On retrouvera de belles éclaircies. Ailleurs, ça restera quand même nuageux dans le courant de l'après-midi. Peu d'évolution, si ce n'est que les entrées maritimes sur le quart sud-est vont gagner un petit peu de terrain vers l'est. Et puis ailleurs, et bien sur la moitié ouest, on va conserver ces nuages et ces pluies qui globalement resteront faibles. Côté température, alors des températures en légère baisse le plus souvent. Elles seront stationnaires le matin, comprises entre 1 et 13 degrés. 1 degré à Strasbourg, 8 à Paris, 13 à Marseille. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien, les températures devraient baisser un petit peu, mais ça reste doux avec 16 à Paris, 18 à Marseille. Vous étiez au chaud devant la météo avec Helio, expert des projets de rénovation énergétique. Des travaux à l'obtention des aides, Hello Helio. 14h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une de l'actualité aujourd'hui, cette décision attendue d'ici la fin de la journée dans les Alpes-Maritimes. Quel type de confinement pour le département frappé de plein fouet par le Covid-19 et par le variant anglais? Et sous quelle modalité? La piste de mesures localisées semble en tout cas se détacher. Les soignants débordés attendent l'annonce avec impatience. Cette fête clandestine infiltrée par BFM TV, ils étaient une centaine, sans masque ni distanciation, dans un espace fermé aux abords du périphérique. À Paris, la police y a mis fin après 1h du matin. 5 organisateurs présumés ont été interpellés. Bruit de Snapchat, consort depuis 2017, Emmanuel Macron multiplie les techniques d'approche sur les réseaux sociaux en direction de la jeunesse française. Et le dernier coup en date, c'est ce défi qu'il a lancé aux youtubeurs stars McFly et Carlito d'atteindre 10 millions de vues avec une vidéo sur les gestes barrières. On en est déjà à plus d'1 million de vues.
Un taux d'incidence plus de 2,5 fois supérieur à la moyenne nationale. Les Alpes-Maritimes vont bientôt être fixées sur les nouvelles mesures restrictives annoncées par la préfecture d'ici la fin de la journée pour faire face à l'épidémie. L'annonce est attendue. Différentes pistes sont en cours d'élaboration, comme un confinement, pourquoi pas le week-end, et pas pour toutes les villes. On n'en sait rien encore pour l'instant. Une chose est sûre, c'est que le personnel soignant attend tout cela avec impatience. Guillaume Barqui, Blandine Dalena avec Thibaut Cheminant. Faut-il reconfiner les Alpes-Maritimes, au moins le week-end? Rien d'acté pour l'instant, mais c'est l'une des options privilégiées selon cette députée du département. Il semblerait que dans un premier temps, un confinement sur le week-end soit privilégié en maintenant le couvre-feu. Et pour au moins 2 semaines, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas voir les choses de manière figée. Les responsables locaux veulent aussi faire une distinction entre zone littorale et zone de montagne. En zone littorale, confinement le week-end, en plus des restrictions actuelles. En zone de montagne, moins peuplée, maintien du couvre-feu. Les élus souhaitent également empêcher juridiquement les Français de passer leurs vacances dans les Alpes-Maritimes. Des mesures qui restent à l'appréciation du préfet et du gouvernement, représentés hier par Olivier Véran dans un hôpital niçois. Le ministre de la Santé s'est rendu au chevet des malades. Quand est-ce que vous êtes sorti de réanimation? Au bout de 46 jours. 46 jours de réa. Avec trachéo. Ici, les services sont saturés, comme l'explique cette médecin du CHU. La situation maintenant est tendue, effectivement. On a déjà augmenté nos capacités. On a quasiment doublé, même plus, nos lits de réanimation totale sur le département. D'autres mesures ont d'ores et déjà été mises en place, comme le dépistage massif des élèves au retour des vacances et le déploiement des tests salivaires dans les écoles. Côté vaccin, 3500 doses de Pfizer, mais aussi des milliers de doses d'AstraZeneca doivent être livrées au département. On sent que les choses s'accélèrent. Élisa Bertholomé, hier, visite du ministre de la Santé. C'est lui-même qui a annoncé qu'il se laissait 48 heures pour prendre des décisions. Quelles sont les hypothèses les plus probables à ce stade? Alors, à ce stade, rien n'est tranché encore, puisque tout n'est pas encore décidé. La concertation se poursuit. Contrairement à ce qu'avait d'abord annoncé Olivier Véran lors de son point presse à la mi-journée, le scénario d'un confinement total du département a été rapidement écarté. Le ministre n'en voulant pas, le préfet non plus. Les autres pistes qui sont sur la table sont donc celles-ci. Le confinement de tout le département le week-end, c'est la piste de travail initiale. Selon un participant à la réunion hier, ce scénario a divisé les élus, ceux du nord du département, les zones plus montagneuses qui ont pâti de la tempête Alex en octobre dernier, s'y opposant. Le deuxième scénario, c'est celui de confiner que le littoral du département et le week-end seulement. C'est celle qui tient la corde à cette heure. À cela s'ajouteraient d'autres mesures, comme par exemple une baisse des jauges dans les centres commerciaux. Actuellement, seuls ceux en dessous de 20 000 mètres carrés peuvent ouvrir. Des restrictions pourraient être également prises sur certaines zones, pour la fréquentation de certaines zones en semaine. On pense notamment à la promenade des Anglais qui pourrait être interdite. C'est un lieu de haute fréquentation. La gravité de la situation dans le département, la présence du variant anglais a poussé le gouvernement à prendre donc ces mesures supplémentaires. Cette décision, elle va être prise dans la concertation. L'important, c'est de prendre les bonnes mesures pour faire redescendre la pression épidémique, disait encore Gabriel Attal ce midi. Merci Elisa. Bruno Megarben avec nous sur le plateau. On a entendu ces pistes qui sont encore en cours de réflexion cet après-midi, qui divisent aussi les politiques, les personnels soignants aussi. Vous, en tant que médecin, chef du service de réanimation à l'hôpital parisien La Riboisière, quelle est l'hypothèse qui vous satisferait le plus dans le cas des Alpes-Maritimes? Qu'est-ce qui a l'air d'être le plus efficace? Alors, on va dire scientifiquement parlant, il n'y a pas d'études qui comparent les mesures entre elles pour savoir si cette option est meilleure que l'autre. Malgré tout, intuitivement, on pourrait penser que plus une mesure est stricte, plus elle pourrait porter un résultat plus rapide et plus prolongé. Maintenant, c'est vrai que plus une mesure est stricte et plus elle a des inconvénients, des effets collatéraux. Et donc, il faut trouver le juste milieu entre efficacité et conséquences délétères qui feraient que l'applicabilité ne serait pas bonne. Donc, effectivement, à mon sens, les mesures temporelles sont plus simples à mettre en place. Donc, effectivement, un confinement le week-end sur tout le territoire, sur tout le département, où serait beaucoup plus facile qu'un confinement géographique, c'est-à-dire en fait tracer une ligne en deçà de laquelle il y a confinement et de l'autre côté il n'y a pas de confinement, parce que évidemment les populations pourraient être tentées de se déplacer d'un côté ou de l'autre de la ligne
pour bénéficier de conditions moins strictes. Mais effectivement, c'est une décision politique, éminemment politique, qui sera prise en concertation avec les élus locaux, car le plus important, en fait, c'est comprendre l'intérêt de ces mesures et que chacun des personnes habitant ce département les applique. Car évidemment, rien ne peut se faire. Voilà, rien ne peut se faire sans la responsabilisation individuelle. Et effectivement, dans le mois qui nous vient, le mois de tous les dangers, il y a deux paramètres très importants. Premièrement, c'est la circulation du variant, et on sait qu'il va augmenter de façon inéluctable. Il est déjà majoritaire à Nice. À la fin, probablement vers la mi-mars, il sera à 100% des souches circulantes. Ça, on ne peut rien contre ça. Mais le deuxième paramètre, c'est effectivement l'application des mesures barrières et du port du masque par la population. Et là, on peut malgré tout faire des efforts, notamment pour les personnes qui ont peu fait d'efforts jusque-là, essayer d'en faire au maximum, car sinon la sanction pourrait être le confinement généralisé et strict. Justement, pour qu'on comprenne bien, Bruno Megarban, c'est-à-dire si la piste du confinement sur le littoral est celle qui tient vraiment la corde, il va quand même avoir un certain nombre de critiques. On va dire quoi? Quand on se balade sur la promenade des Anglais ou même sur la plage, est-ce que c'est vraiment là où on se contamine quand on se promène, quand on bouge, quand on est en plein air? Alors, et on va y aller dans un instant, voir dans les rues de Paris, certains boivent des bières avec les beaux jours et dans des espaces beaucoup plus clos. Est-ce que vraiment ça a un impact, par exemple, d'interdire certains lieux de plein air aujourd'hui? Alors, à nouveau, toutes ces décisions sont des décisions pour restreindre les risques. Donc, effectivement, si vous laissez un endroit, certes en plein air ouvert, eh bien, c'est toujours tentant d'abord pour les touristes de venir. Si vous fermez la promenade des Anglais, probablement les touristes ne viendront pas d'où qu'ils viennent dans ce département. À l'inverse, effectivement, si vous laissez ouvert, eh bien, il peut y avoir des amis qui vont se contacter, qui vont faire une balade entre eux, et puis surtout après, qui vont se rendre en intérieur pour prendre un petit verre, et c'est là où se trouve le risque de contamination. Donc en fait, tout ce qui permet de casser les interactions sociales va dans le sens de limiter la diffusion du virus. Mais je comprends entièrement que toutes ces mesures ne sont pas du tout populaires et personne n'aimerait vivre de telles mesures de façon prolongée. Mais il y a un mois extrêmement difficile, il faut que tout le monde fasse attention. Alors est-ce que tout le monde fait attention? Vous parliez du danger de boire un verre à l'intérieur, c'est aussi le risque de boire peut-être son verre à l'extérieur dans certaines conditions. On va vous montrer ces images tournées hier rue de Bussy à Paris, une rue où il y a beaucoup de bars, et on voit avec les beaux jours qui sont arrivés en ce début de week-end, eh bien, les Parisiens étaient dehors, rassemblés, à boire des verres dans la rue. Et forcément, pour boire son verre, il faut baisser son masque. Les groupes n'étaient pas forcément constitués que de 6 personnes. On voit que les distances ne sont pas respectées. Les gens envahissent les rues. Voilà des situations qui sont peut-être alarmantes. On va regarder la situation aujourd'hui sur cette rue de Bussy où on vous retrouve Camilla Giudice. On a vu les attroupements d'hier. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui malgré les premiers contrôles qui ont eu lieu hier déjà? Pour ce début d'après-midi, il y a beaucoup de passages dans la rue, mais il y a encore il n'y a pas foule, comme hier après-midi. Vous pouvez le voir, la douceur de l'air, le soleil ont fait venir les Parisiens. Certains riverains viennent pour boire un verre ou manger quelque chose, mais c'est par petits groupes, des petits groupes qui sont encore assez espacés les uns des autres. Dans la rue, les gens qui passent portent leur masque. Bon, bien sûr, pour boire, il faut l'enlever, mais on est loin de la foule d'hier et qui avait mené un contrôle des forces de l'ordre en fin d'après-midi, un petit peu avant l'heure du couvre-feu, pour faire évacuer la rue et faire rentrer les gens chez eux avant 18h. Merci beaucoup Camilla, avec Philippe Vigneault donc à Paris pour BFM TV. Des gens qui boivent des verres, ça se passe en extérieur. C'était pas vraiment la même chose hier soir avec cette soirée clandestine aux abords du périphérique parisien. Là encore, ils étaient près d'une centaine réunis, sans masque, sans distanciation sociale. Olivier Gallup pour BFM TV a pu infiltrer par hasard, à la base, il va nous le raconter, cette soirée clandestine. Sachez que 5 personnes, 5 organisateurs présumés ont été interpellés. Là, on peut très bien le voir, justement, il y a un attroupement de personnes qui dansent devant la cabine du DJ. Il n'y a donc pas de gestes barrières, pas de masque non plus. Là, on voit très bien le DJ qui a un équipement professionnel. On peut bien se rendre compte, évidemment, qu'il n'y avait rien improvisé hier soir dans cette soirée.
Bruno Megarban, quand vous voyez ces scènes de personnes qui en ont ras-le-bol, il faut le dire, ces jeunes qui sont dans la rue à boire des verres, en ne respectant pas les gestes barrières, ces rassemblements clandestins comme dans cette soirée hier sous le périphérique parisien, quel est le risque pour les prochains mois si ce genre de rassemblement se multiplie? C'est des clusters en puissance. Oui, tout à fait. Le risque, effectivement, c'est que ces personnes se contaminent entre elles parce qu'elles ont été à moins de 1 mètre l'une d'entre elles, elles ont discuté ensemble et elles ne portaient pas le masque. Et par la suite, une fois contaminées, elles portent le virus à l'intérieur de leur foyer parce qu'ils vont rencontrer leurs parents, leurs grands-parents, et à ce moment-là, les contaminent. Et ces personnes, malheureusement, développent des formes plus importantes, plus sérieuses, et viennent à l'hôpital ou en réanimation, et augmentent le risque de décès. Donc, c'est vrai que c'est un cluster en puissance. Il faut absolument éviter toutes ces situations, même si je comprends que tout le monde en a assez des mesures de restriction, qu'on a envie, avec les beaux jours, d'en profiter. Mais il y a encore un bon mois d'attente et de patience pour qu'on puisse vraiment bénéficier avec la réduction de la circulation du virus, du beau temps et peut-être de l'ouverture progressive. Pourquoi pas 2 mois? Ça fait déjà 1 an que ça dure comme ça, on en est à la 3e vague. Non, parce qu'en fait... Qu'est-ce qui nous fait dire que d'ici 1 mois, ça ira? Vous avez raison, j'allais dire c'est plus un espoir qu'une vraie prédiction, mais malgré tout, en fait, si on suit le rythme de progression des variants, on estime que vers le 15 mars, ils seront au-delà de 70%. Et donc à ce moment-là, effectivement, c'est le maximum de risque d'accélération de l'épidémie. Une fois qu'ils seront dominants 100% de tous les variants, les risques si l'épidémie ne s'est pas accélérée, elle ne s'accélérera pas davantage. Par ailleurs, effectivement, l'arrivée du beau temps fera qu'on va moins se réunir à l'intérieur, on va progressivement sortir vers l'extérieur, et quand même, il existe probablement une certaine saisonnalité du virus, et puis aussi, en parallèle, le nombre de personnes vaccinées, notamment les personnes âgées et à risque, va augmenter massivement, enfin on l'espère, et donc à ce moment-là, effectivement, les risques seront réduits. Pour l'instant, on en est à 3% de personnes qui ont eu les 2 injections. Peut-on vraiment les éviter, ce genre de situation, que ce soit ces rassemblements pour boire un coup en fin de journée dans la rue, comme on l'a vu dans la capitale, ou bien ces soirées clandestines, plus dangereuses encore, tant elles sont dans des espaces clos? Bonjour, Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police, CFDT. Quand vous voyez ces événements, ce qui se passe, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous ne vous sentez pas impuissant, en quelque sorte, face à ça? Mais nous le sommes forcément impuissants. Vous imaginez bien que, notamment sur des fêtes clandestines, nous ne pouvons pas du tout avoir la maîtrise. C'est souvent sur appel que nous intervenons et que nous mettons fin à ce type de fête. Mais ce qui est le plus inquiétant, ce sont tous ces rassemblements que l'on voit depuis maintenant 48 heures à cause du soleil qui est revenu. Et je pense qu'on peut comprendre, bien évidemment, que les gens en ira le bol. Depuis le 16 mars, bientôt 1 an, nous allons de confinement en couvre-feu et que les gens sont à saturation de cette restriction des libertés, mais une restriction nécessaire pour les conditions sanitaires, pour endiguer ce virus. Et pour vous donner un petit exemple, les policiers qui sont au contact direct de la population, ce sont 18 000 d'entre eux qui ont été touchés par la Covid depuis le 16 mars 2020. 13% des effectifs, ce qui démontre que nous sommes loin d'avoir mis un terme à ce fléau et que malgré le beau temps, malgré l'envie de liberté, il faut que les gens comprennent que personne n'est à l'abri. Je suis moi-même bien placé pour vous en parler, pour avoir traversé ce virus au mois d'octobre. Il faut le vivre pour comprendre ce que c'est et ce qu'est la gravité de ce virus et qu'il faut savoir continuer à accomplir le sens des responsabilités, le sens du civisme pour éviter la propagation de ce virus. Alors vous faites bien de le rappeler, les conséquences de cette maladie, de ces variants également, qui amènent aussi des complications même chez les plus jeunes actuellement. Qu'est-ce que concrètement les forces de l'ordre peuvent faire sur le terrain? Par exemple, hier, vous êtes intervenu aux alentours d'1h du matin sur cette soirée clandestine sous le périphérique parisien. Comment est-ce que la police, la gendarmerie peut intervenir? La dispersion, hier, rue de Bussy, par exemple, n'est intervenue que 10 minutes avant le couvre-feu, à 17h50. Est-ce qu'il ne faut pas s'y prendre autrement, être plus offensif, plus présent sur le terrain? C'est possible, ça?
Vous savez, on est dans un contexte, vous le savez d'ailleurs, hein, dans un contexte économique et social particulièrement tendu, avec des restrictions, je le disais tout à l'heure, sur les libertés d'aller et venir, et qu'on ne peut pas être dans le tout répressif. Les relations avec la police sont déjà compliquées dans d'autres circonstances. Donc là où on peut faire de la pédagogie, on le fait, on l'a vu à travers certaines images hier où vous avez des policiers qui vont dans les rues avec des mégaphones pour demander à la population de respecter les règles de distanciation physique, de porter le masque, de disperser. Et puis vous avez des situations où on ne peut pas faire autrement que d'intervenir par une action de répression comme les fêtes clandestines en verbalisant les organisateurs et puis en verbalisant ceux qui y participent. Et je rappelle que la contravention pour le non-respect des règles du couvre-feu s'élève à 135 €. Il y en a vraiment, parce que c'est une question que beaucoup se posent, beaucoup qui continuent à sortir le soir, alors pas forcément dans ces soirées clandestines organisées, mais tout simplement tous ceux qui continuent à braver le couvre-feu pour aller boire un verre ou dîner chez des amis. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, parce qu'en fait il y a très peu de gens qui ont déjà assisté à des contrôles. Alors, je ne veux pas minimiser la problématique, mais il faut aussi relativiser. Dans la grande majorité des cas, la population respecte les règles qui sont aujourd'hui les règles de couvre-feu. Et on l'avait déjà vu notamment à l'occasion du premier confinement au mois de mars. Les derniers chiffres que j'ai en ma possession, c'est qu'il y a quelques semaines, nous avions eu un peu plus d'1 million de contrôles pour 100 000 verbalisations. Donc ça démontre quand même que dans la grande majorité, les gens font bien attention à respecter les règles et il ne faut pas se relâcher au prétexte que le soleil revient. Merci Denis Jacob d'avoir répondu à nos questions en direct sur BFM TV. Je le rappelle, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. On aimerait vous parler à présent de cette avancée en Israël. Plus de 4 millions d'habitants ont déjà reçu une première dose du vaccin Pfizer-BioNTech. AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, soit près de la moitié de la population. Et déjà, 3 millions ont obtenu la deuxième dose, un sérum jugé efficace à plus de 95% contre les contaminations au bout de 2 semaines après la deuxième dose. Alors avec cette campagne parmi les plus avancées au monde, se profile maintenant l'espoir d'un retour à la vie normale. À partir d'aujourd'hui, grâce à un badge vert, les personnes qui ont reçu les 2 doses de vaccin pourront se rendre au théâtre, dans les cinémas, dans les salles de sport et d'ici 2 jours dans les bars et restaurants. Voilà cette bonne nouvelle du côté d'Israël. Retour à la vie normale en tout cas donc pour tous ceux qui ont eu ce vaccin. Ça s'appelle le passeport vaccinal, le Green Pass en Israël. Bruno Megarban, est-ce qu'on va forcément y arriver à ce débat sur le passeport vaccinal au fur et à mesure que la campagne de vaccination se déroulera pour pouvoir un peu rouvrir tous ces commerces, ces restaurants qui ne peuvent pas l'être aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je crois que le débat a déjà commencé, mais effectivement, si ce passeport vaccinal devrait être mis en place, il faut attendre 2 choses. Premièrement, effectivement, que la totalité des adultes puissent se vacciner, bien sûr, s'ils le souhaitent. Donc, qu'il y ait suffisamment de doses vaccinales. Et ça va arriver très probablement vers le mois d'avril. Et deuxième point, effectivement, que l'on sache définitivement si le fait d'être vacciné protège contre la transmission du virus. Et à ce moment-là, effectivement, si on a la possibilité d'être vacciné, on sait que le fait d'être vacciné non seulement protège soi-même, mais surtout protège les autres définitivement, eh bien c'est sûr que l'intérêt d'un tel passeport serait très important. De toutes les façons, de fait, dès que vous allez vouloir voyager dans n'importe quel pays, il faudra montrer un certificat de vaccination, y compris d'ailleurs si vous voulez rentrer en France, ça sera probablement imposé à tous les touristes et toutes les personnes étrangères qui vont rentrer. La question restant effectivement, si en France, en habitant en France et sans vouloir voyager, est-ce que le fait de ne pas être vacciné va fermer l'accès à un certain nombre d'endroits culturels ou de détente? Merci Bruno Megarban d'avoir répondu à nos questions cet après-midi sur BFM TV, chef du service de réanimation médicale à l'hôpital Lariboisière à Paris. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron qui poursuit son opération séduction auprès de la jeunesse française depuis sa campagne présidentielle en 2017. Le chef de l'État multiplie ses apparitions sur les réseaux sociaux auprès des influenceurs les plus en vue. Une approche dont il profite aussi pour passer des messages sanitaires, comme par exemple les gestes barrières. Et c'est dans ce sens qu'il a lancé ce défi aux youtubeurs stars Carlito et McFly, atteindre 10 millions de vues avec une vidéo sur le sujet. À l'heure actuelle, elle dépasse le million. Regardez cette vidéo.
Donc là, on y est là. Ouais, c'est la mission du président. Voilà. On doit faire quoi déjà? On va parler des gestes barrières. Les gestes barrières, bien sûr. En même temps, c'est vrai que c'est une pandémie mondiale, on a notre rôle à jouer, quoi. Et puis il y a pas mal de gens qui nous suivent. Après, je sais pas toi, mais je suis pas irréprochable non plus avec les gestes barrières. Moi, je suis parfait. Il faut appliquer les gestes barrières. Gestes barrières. Se laver les mains, éviter de s'embrasser, de se serrer la main, porter un masque, y compris quand on est en voiture avec des proches. Gestes barrières. Aérer régulièrement les pièces où nous nous trouvons. De ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, pas avoir de grands regroupements. Gestes barrières. Bonjour messieurs. Je vous rappelle que le port du masque est obligatoire. Bon, ça se termine mal. On va pas juger la qualité de la vidéo. Faut pas trop l'écouter quand même, ça reste vite en tête. C'est pas Elisabeth Bartholomé qui va me démentir. On voit le président quand même qui cherche à bien soigner sa jeunesse en ce moment. Oui, il est coutumier du fait. Emmanuel Macron, il est très présent sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Twitter, où il a participé également il y a quelques semaines à une longue interview sur le média Brut, très regardé par les jeunes. Donc il récidive avec ce défi lancé à ces deux youtubeurs, McFly et Carlito. C'est assez efficace. Effectivement, la chanson reste dans la tête une fois qu'on l'a écouté. Alors les deux youtubeurs avaient quand même publié une première vidéo en fin de semaine pour expliquer la démarche, la demande du président de la République avant de mettre en ligne leur chanson ce matin. Attention tout de même avec ce type de communication à ne pas verser dans deux écueils. Le premier, les jeunes, les étudiants sont actuellement dans une situation de grande détresse. On voit ces images de files d'attente devant les banques alimentaires, les épiceries solidaires, les étudiants peinent à retourner à l'université. Ce type de communication peut donner l'image d'un président de la République déconnecté de la réalité, qui considère la crise sanitaire presque comme un jeu. Le deuxième écueil, il est plus politique. La campagne présidentielle, c'est loin, mais c'est déjà très proche, c'est dans 14 mois. Un tel message redore l'image d'Emmanuel Macron auprès de la jeunesse, le faisant passer pour quelqu'un de cool, à la mode presque, qui parle avec des influenceurs. Ces deux youtubeurs ont une large communauté. On peut considérer qu'Emmanuel Macron cherche à la récupérer et que ce message, sous couvert d'être sanitaire, n'aurait en fait qu'une visée électoraliste. Merci Elisa. La météo tout de suite. Restez au chaud devant la météo avec Helio, expert des projets de rénovation énergétique. Des travaux à l'obtention des aides, Hello Helio. Et c'est encore une belle journée ce dimanche, un dimanche printanier avec des températures bien supérieures au normal de saison et puis ces éclaircies en fin de retour. Alors on a quand même un petit bémol et on le voit très bien sur cette animation satellite. On a un ciel qui se voile progressivement sur les régions de l'ouest et d'ailleurs demain sera une journée assez maussade. Alors ce sera très temporaire, on va le voir, mais sur la moitié ouest dès le lever du jour des nuages, des pluies qui seront beaucoup plus soutenues, orageuses sur le Languedoc-Roussillon avec ce vent d'automne qui sera quand même bien présent, des rafales jusqu'à 100 km/h, le soleil sur le quart nord-est, également sur la pointe bretonne. Dans le courant de l'après-midi, il y aura peu d'évolution. On va retrouver ces mêmes conditions. Le ciel qui va se voiler de plus en plus, les éclaircies qui vont vraiment se rétracter sur ce petit quart nord-est désormais. Et puis sur le pourtour méditerranéen, eh bien les entrées maritimes vont gagner un petit peu de terrain vers l'est, toujours des pluies soutenues. Un coup d'œil aux températures. Elles vont rester élevées, mais elles vont avoir tendance à baisser un petit peu. Alors en matinée, elles seront stationnaires par rapport à aujourd'hui, comprises entre 1 et 13 degrés. 1 degré à Strasbourg, 8 à Paris, 9 à Biarritz, 13 degrés à Marseille. Et dans le courant de l'après-midi, on pourra déjà voir une baisse généralisée, plus que 12 degrés par exemple du côté de Biarritz. Et ce sera d'ailleurs la valeur la plus basse sur l'ensemble du pays. 12 à Cherbourg, 16 à Paris, 16 degrés également sur la vallée du Rhône. On attend 17 à Lyon, tout comme à Nice et 20 degrés, ce sera à Ajaccio. Ensuite, retour du soleil déjà. Alors encore quelques entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon. Les températures restent élevées. Et puis c'est d'une manière générale une semaine très calme, très ensoleillée qui nous attend avec des températures qui vont rester supérieures au normal de saison. On se dirige vers un beau week-end. Ce sera juste un tout petit peu moins doux. Vous étiez au chaud devant la météo avec Helio, expert des projets de rénovation énergétique. Des travaux à l'obtention des aides, Hello Helio. Restez avec nous sur BFM TV. On attend les annonces de la préfecture concernant le département des Alpes-Maritimes pour tenter de limiter l'explosion des cas, des contaminations, notamment à Nice, mais aussi dans les alentours. L'hypothèse qui tient la corde, c'est un confinement localisé, en tout cas sur le littoral. A tout de suite. Ce week-end,
gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business, ce week-end sur BFM TV. Prenez de l'avance en regardant votre chronique avec la BMW X1 hybride rechargeable. Ça y est, Chatounet, on passe à la télé. Chatounet! Heureusement, la Paulette a plus d'un produit dans son sac. Du pratique, de l'authentique, de l'efficace, et voilà le travail. Paulette, la terreur du ménage. AutoHero, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. AutoHero livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. AutoHero, achetez votre voiture facilement en ligne. Une fossette. C'est de cette fossette dont vous êtes tombé amoureux. Et si vous ne l'aviez pas vue? Verre optique Nikon, une vision d'exception. Ceci est un dispositif médical. Alléger ses mensualités de crédit, ça détend. Vous avez trop de crédit? Rendez-vous sur eddy.fr. Regroupez vos crédits et faites baisser vos mensualités jusqu'à 60%. Trop de crédit? Pensez Eddy. Et si tous les emballages alimentaires étaient entièrement renouvelables? Aujourd'hui, nos emballages sont composés jusqu'à 89% de matériaux d'origine végétale. Notre ambition est d'aller encore plus loin. Participez au changement, choisissez le carton. Plus d'informations sur gonature.tetrapak.fr. Tetra Pak protège ce qui est bon. Chez Harmonie Mutuelle, nous croyons plus que jamais au pouvoir du collectif. Et nous faisons tout pour vous convaincre aussi. Parce que c'est en travaillant main dans la main qu'on fait ce qu'il y a de meilleur. Pas vrai, Nathalie? Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Des jumeaux. Oui, David est bientôt papa. Alors c'est peut-être le bon moment pour trouver le bon emploi près de chez lui. Non, parce que des jumeaux, quoi. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Vendezvotrevoiture.fr. Vendre une voiture, c'est possible depuis chez vous et en toute sécurité. Entrez simplement les informations de votre voiture en ligne et recevez directement le prix de vente final. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Pour moi, il n'y a pas mieux pour vendre sa voiture. Allez sur www.vendezvotrevoiture.fr. Chez Chris, nous prenons le temps de vous connaître. Vous qui voyez moins bien depuis quelque temps. Et vous qui n'y voyez plus grand-chose depuis bien longtemps. Et bien sûr vous, les myopes, les astigmates, les presbytes. Nous prenons le temps de vous connaître et fabriquons en France ce qu'il y a de mieux pour vous. Des verres ultra personnalisés qui réinventent votre confort visuel. Verre signature Chris, le nouveau confort visuel. Chris, vous allez vous aimer. Dispositif médical. Sur le replay BFM TV, retrouvez nos grandes enquêtes exclusives. Cataline Caricot est devenue le visage du remède à la pandémie. Je ne pensais pas que l'ARN messager aurait un rôle aussi vital. Pour aller plus loin dans l'analyse de notre époque. Une trentaine d'agents est réquisitionnée pour l'expulsion. Très mauvais état à l'intérieur, ça je vous le confirme. Ils sont 24 personnes, 13 adultes et 11 enfants. Retrouvez le replay BFM TV sur tous vos écrans. Quasiment 15h sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Cette question, confinera ou confinera pas Nice et tout le département des Alpes-Maritimes suspendu à l'annonce des autorités? Quelle décision sera prise pour stopper l'explosion des cas? L'hypothèse qui tient la corde, c'est un confinement de tout le littoral le week-end et dans certaines zones la semaine. On vous dit tout. 5 interpellations après une soirée clandestine hier sous le périphérique parisien. La police est intervenue vers 1h du matin dans cette fête sauvage qui a rassemblé une centaine de participants sans aucun geste barrière et dans laquelle l'un de nos journalistes a pu s'infiltrer. Pendant ce temps-là, Israël déconfine ses théâtres, cinémas et salles de sport notamment. Dans 2 semaines, ça sera le tour des restaurants à condition d'être totalement vacciné. Près de la moitié de la population l'est déjà. Attiré par ce sésame, le passeport vaccinal pour reprendre une vie normale.
Brut, Snapchat et autres. Depuis 2017, Emmanuel Macron multiplie les techniques d'approche sur les réseaux sociaux à l'endroit de la jeunesse. Dernier coup en date, ce défi lancé aux youtubeurs stars McFly et Carlito d'atteindre 10 millions de vues. Avec cette vidéo sur les gestes barrières, la vidéo totalise déjà plus d'1 million de vues. Vous l'avez compris, c'est le temps fort de cet après-midi. Ces annonces qui doivent tomber dans les prochaines heures. Quelle décision sera prise pour casser la dynamique épidémique dans le département? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus attendre. Voilà ce qu'on dit dans l'exécutif. Adélaïde Mangin, on vous retrouve devant la préfecture à Nice, où la piste du confinement localisé est clairement sur la table. Oui, tout à fait. Ce serait la piste privilégiée selon les informations de notre service politique. Un confinement localisé sur le littoral uniquement le week-end. En effet, un participant aux concertations qui ont lieu depuis hier entre le préfet des Alpes-Maritimes, les autorités sanitaires et les élus locaux nous indiquait effectivement que donc l'hypothèse qui tient la corde, c'est ce confinement localisé sur le littoral uniquement le week-end, assorti d'autres mesures comme par exemple la réduction des jauges dans les magasins ou encore l'interdiction de se rendre dans certains lieux très fréquentés la semaine, la promenade des Anglais par exemple. À ce stade toutefois, rien n'est tranché. En effet, le préfet des Alpes-Maritimes doit donner une conférence de presse d'ici la fin de journée pour justement annoncer ces mesures qui vont toucher le département des Alpes-Maritimes. Pour rappel, ce département, la situation sanitaire, elle est particulièrement alarmante. Le taux d'incidence, il frôle les 600 cas pour 100 000 habitants dans les Alpes-Maritimes. À Nice, il dépasse 750 cas pour 100 000 habitants. Merci Adélaïde Mangin avec Valentin Rivolier à Nice, où l'on attend donc ces décisions du préfet d'ici les prochaines heures pour savoir si le département sera reconfiné localement, à quel moment. On en saura plus évidemment et c'est à suivre sur BFM TV. Bruno Megarban, justement ces différentes pistes qui sont évoquées, est-ce qu'elles sont de nature à faire baisser rapidement cette progression du virus dans les Alpes-Maritimes et notamment la progression du variant qui est devenu majoritaire à Nice? Alors, il est très probable effectivement que ces mesures soient efficaces pour ralentir la circulation du virus. Alors que ce soit le couvre-feu ou effectivement le confinement le week-end, de telles mesures ont été déjà testées en Guyane avec des résultats intéressants et favorables. De toute façon, plus on met de mesures de restriction les unes avec les autres et plus on peut essayer de contenir la circulation du virus, plus ces mesures de restriction sont établies de façon stricte et plus cette baisse de la circulation du virus sera rapide et, on va dire, importante. Reste évidemment l'acceptabilité qui est une autre limite de ces mesures de restriction, car on sait bien qu'il ne suffit pas de décréter des restrictions, encore faut-il que la population les ait comprises et les mette en application, et la difficulté est ici. On voit au même moment où vous parlez la comparaison des taux d'incidence entre le niveau national et celui des Alpes-Maritimes. On voit clairement l'envolée donc dans le sud, dans le département où se trouve la métropole Nice. Et où il y a aussi tous ces touristes, et pas que, qui font des allers-retours. C'est une ville aéroportuaire, ces touristes, et cette colère du maire de Nice à leur encontre. Ne venez pas, ce n'est pas le moment. Voilà ce qu'il leur a dit, Christian Estrosi. Le variant anglais qui est présent à 50% chez nous n'est pas arrivé tout seul. Johan Rouquet, vous êtes notre correspondant justement à Nice, sur la plage. Qu'en pense-t-on ? Vous l'avez dit justement, les élus locaux et même certains députés veulent empêcher les touristes de venir ici sur la Côte d'Azur. Et Action Niçois justement avec Agnès, on va aller la voir. Selon vous, y a-t-il trop de touristes ici sur la Côte d'Azur? Est-ce que pour vous c'est un facteur qui a aggravé la circulation du virus ici dans les Alpes-Maritimes? Écoutez, oui, je pense, puisque pour nous être promenés assez régulièrement dans le centre-ville, il y a quand même, on entend beaucoup parler étrangers et on voit qu'il y a quand même un petit peu plus de monde par rapport à la semaine dernière et les semaines précédentes. Des mesures vont être prises à Nice et peut-être sur le département d'ici les prochaines heures. Jusqu'à quelles mesures vous êtes prête à accepter? Un confinement, vous le comprendriez? Nous le comprendrions, en tout cas pour ma part, et je parle aussi pour mon foyer, puisqu'on voit bien que le taux d'incidence monte, le couvre-feu n'a pas l'air d'avoir été très efficace, et je pense que là il faut une mesure forte pour vraiment stopper et enrayer le virus. Et moi je suis moi-même en télétravail à 100% depuis près d'un an, donc j'ai de toute façon l'impression d'être confinée, ça ne va pas changer grand-chose, mais ce qui est dramatique c'est pour le commerce, le tourisme, c'est la conséquence indirecte grave pour la région.
Merci beaucoup Agnès, vous l'aurez compris, maintenant on attend désormais les mesures qui vont être prises et justement des mesures pour empêcher ces touristes de venir. Christian Estrosi avait déjà essayé avec un arrêté anti-location saisonnière, il avait été jugé illégal par le Conseil d'État. On verra bien quelles mesures seront prises dans les prochaines heures ici dans les Alpes-Maritimes. Merci Joanne Roquet avec Emma Arnaud sur la plage de Nice avec ses habitantes qui, elles, sont plutôt favorables à des mesures plus strictes. On en discute avec vous, Laurent Rossi. Bonjour, vous êtes directeur exécutif du Summer Hotel Nice Cannes Menton, un groupe qui comprend 8 établissements 3 et 4 étoiles. Vous avez entendu l'avis du maire de Nice qui s'oppose à cet afflux de touristes, peut-être pendant ses vacances d'hiver. Ça a été pour lui le détecteur, ce qui a déclenché plutôt au mois de décembre cette situation actuelle. Est-ce que vous partagez son avis? Est-ce que vous êtes d'accord de mettre de côté les touristes qui sont selon lui la cause? Bonjour. Pour nous, il est évident que c'est une catastrophe économique. C'est une catastrophe économique, mais qui ne va pas commencer ce week-end. La catastrophe économique, elle a commencé voilà 1 an. Ça fait 1 an qu'on prend des coups, ça fait 1 an qu'on s'organise, on se réinvente chaque jour. Ça fait 1 an qu'avec nos équipes qui sont formidables, on essaye de travailler et depuis 1 an, on n'y arrive pas. Alors aujourd'hui, il est évident qu'il y a une réalité sanitaire. Je ne la nie pas du tout, je la constate tous les jours. Mais à cette réalité sanitaire, il y a une réalité économique. Et nous, notre réalité au quotidien, elle est que nos entreprises sont en danger. Notre secteur d'activité, l'hôtellerie-restauration, est vraiment en danger. Ce qui est terrible aujourd'hui sur ce week-end, c'est que chaque fois qu'on pense voir le bout du tunnel, eh ben non, la porte se referme. Voilà, la porte se referme constamment. Ça fait des mois qu'on travaille tous les jours et ça fait des mois qu'on a l'impression un petit peu de ne pas avancer du tout. Il est évident qu'aujourd'hui, je suis très très inquiet. Notre réalité économique, ce sont nos trésoreries qui sont en train de se vider, qui depuis 1 an se vident tous les jours un peu plus. Parce que nous, sur nos 9 hôtels, on en a 5 d'ouverts. À Noël, il y en avait 8 de fermés. On réouvre au fur et à mesure, tout doucement. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'un hôtel ouvert coûte des sous, parce qu'on ne gagne pas d'argent. Mais Laurent Rossi, on comprend très bien cette réalité qui est là depuis près d'1 an maintenant, vous l'avez dit. Mais l'économie du secteur du tourisme, elle ne sera vraiment en danger si cette situation perdure, si elle ne s'arrête jamais. Est-ce que vous n'estimez pas que peut-être il faudrait taper un bon coup, serrer une bonne fois pour toutes pour pouvoir enfin en sortir définitivement prochainement ? Oui, moi je vous l'ai dit, je nie pas du tout la réalité sanitaire et je n'ai aucune légitimité ce soir à commenter les décisions qui vont tomber du gouvernement par le biais de la préfecture. Moi aujourd'hui ce que je veux c'est sauver mes entreprises, c'est sauver les emplois, c'est pouvoir effectivement travailler dans des conditions sanitaires les meilleures et avoir un avenir un peu plus serein. On est dans une impasse. Fermé ou ouvert, on perd des sous. Le gouvernement seul a les clés de cette impasse. On a eu le fonds de solidarité en décembre qui nous a mis une bulle d'oxygène. On attend maintenant de pied ferme des nouvelles sur la prise en charge de nos charges de structure à hauteur de 70%. Nos loyers courent tous les mois. Nos trésoreries se vident. On a énormément besoin d'aide. Il faut avancer sur ces dossiers. Nous ne négocions aucune décision du gouvernement depuis 1 an. On met en place tous les protocoles et même plus. Je pense qu'on fait les choses de manière vraiment sereine, claire, honnête. Mais aujourd'hui, oui, ce soir, notre réalité économique s'assombrit encore plus. Merci Laurent Rossi d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui en direct, directeur exécutif de Summer Hotel Nice Cannes Menton. On précise tout de même à l'adresse des commerçants, des professionnels du tourisme également que des aides existent, le fonds de solidarité notamment ou encore des exonérations de charges. En tout cas, ce qui est attendu comme mesure restrictive sanitaire à Nice, cela pourrait peut-être faire un précédent pour d'autres territoires français. On voit cela avec Elisa Bertholomé. En tout cas, c'est le grand retour de la territorialisation des mesures qui avait été laissée de côté depuis quelques semaines. Une explication à cela, le virus circulant sur tout le territoire de manière quasi uniforme. Le gouvernement avait fait le choix de prendre des mesures nationales. C'était l'avancée du couvre-feu à 18h sur tout le territoire. Là, on est dans une situation un peu particulière puisque dans les Alpes-Maritimes, les courbes s'envolent. Le taux d'incidence est bien plus haut que la moyenne nationale. Les contaminations explosent, d'où ce choix de prendre des mesures territorialisées. Et on peut d'ailleurs se demander si ça ne va pas être le cas
cas pour d'autres départements à venir, la Moselle par exemple, où la situation n'est pas des plus joyeuses non plus, ou le Nord avec Dunkerque. Ce choix de la territorialisation, c'est aussi un choix politique, puisqu'en parallèle de l'aggravation de l'épidémie dans certains territoires, dû aux variants notamment, il y a cette petite musique sur la lassitude des Français, les contraintes liées au couvre-feu à 18h, le beau temps qui revient, les envies d'ailleurs, les envies d'un retour à une vie normale. À ce stade, le gouvernement ne peut pas se permettre de prendre le même type de décision pour les Alpes-Maritimes, par exemple, où l'incidence approche les 800 pour 100 000 habitants, ou le Finistère, où elle est inférieure ou égale à 50 pour 100 000 habitants. Le confinement, même partiel, c'est une décision difficile à prendre, lourde, qui nécessite de la mesure et donc de la prudence et des choix différenciés de la part du gouvernement. Pour revenir à Nice, la moitié des cas de Covid-19 sont liés désormais aux variants. C'est ce que dit Christian Estrosi. L'inquiétude de ce variant qui est traité comme une épidémie dans l'épidémie, de peur qu'il se propage dans tout le territoire. C'est ça le problème. Oui, tout à fait. Alors, le virus, malheureusement, subit des mutations et des variations en permanence. Et donc, aujourd'hui, nous avons un variant anglais essentiellement, mais aussi sud-africain et brésilien, qui ont un avantage sélectif, donc qui vont dominer les autres variants. Et donc il est attendu que, avec le temps, ils vont représenter 100% des variants circulant en France. Simplement, ils s'accompagnent d'une plus grande contagiosité. Et donc effectivement, le but des mesures qui sont mises en place, qui vont être mises en place à Nice, c'est de ralentir la circulation du virus pour que lorsque ce variant va continuer à augmenter en termes de prévalence, ça se fasse à un niveau de circulation de virus plus basse, pour réduire les contaminations et donc réduire les conséquences en termes d'infection à l'hôpital qui est déjà saturé à 100%. Donc effectivement, ces mesures ne vont pas empêcher qu'à moyen terme, les variants anglais seront dominants partout sur le territoire. Par contre, vont réduire le risque que ces variants anglais accélèrent l'épidémie. En fait, toute la difficulté est là, c'est de dissocier la progression de l'épidémie de l'augmentation de la prévalence des variants. Merci Bruno Megarban. Il y a aussi une donnée, on en parle souvent, c'est celle de l'acceptabilité des Français de toutes ces mesures. On voit qu'en région parisienne, par exemple, c'est de plus en plus difficile avec ces images surréalistes que vous allez voir dans un instant de cette fête clandestine qui a eu lieu hier soir sous le périphérique parisien. Une centaine de participants y étaient sans port du masque, sans distanciation sociale. La police est intervenue peu après 1h du matin et a interpellé 5 organisateurs présumés. Le point avec Hilal Elaflahi. Une fête clandestine sous le périphérique parisien, c'est ce qu'a découvert par hasard notre journaliste Olivier Gallup. Alors hier soir, je quitte le travail aux alentours de 22h, je prends un VTC et là, mon chauffeur me parle de groupes d'individus qu'il aurait vus à pied sur le boulevard périphérique. Des gens, des groupes de jeunes, me dit-il, qui entreraient dans le tunnel par des issues de secours. Notre journaliste se rend sur place et tente de trouver le lieu où se déroule cette soirée. Selon le couloir, c'est tout simplement l'éclairage qu'il y a au-dessus du boulevard périphérique. Je continue ma progression. Une fois arrivé dans ce couloir très sombre et au détour de quelques rencontres, j'arrive en haut des escaliers dans une salle relativement grande et là, je tombe face à une centaine d'individus. Tous les participants dansent les uns contre les autres. Aucun geste barrière n'est respecté lors de cette fête clandestine qui, au vu du matériel utilisé, semble loin d'avoir été improvisé. C'est aux alentours d'1h du matin que les forces de l'ordre interviennent et mettent un terme à la soirée. On assiste de plus en plus sur le territoire national à des soirées clandestines. Évidemment, il y a souvent des communications qui sont faites sur les réseaux cryptés, sur les réseaux aussi sociaux, surtout Snapchat. Donc ça rend compliqué la tâche de déceler en amont ce genre de soirée. Et malheureusement, effectivement, la réponse efficace que les policiers ont, c'est de pouvoir intervenir lorsque ces soirées sont signalées, lorsque ces soirées sont constatées. Sur les réseaux sociaux, la préfecture de police annonce que le matériel sono a été saisi et les 5 organisateurs interpellés. Ils risquent jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour mise en danger de la vie d'autrui. Une enquête judiciaire est en cours. Voilà donc ce qu'a découvert notre collègue Olivier Gallup qui a fait son boulot. Mais Olivier, on se pose une question, comment les forces de l'ordre sont-elles
mises au courant de ce type de fête clandestine? Alors elles sont mises au courant, elles peuvent être mises au courant de différentes façons. D'abord parce qu'elles sont informées de la situation par des riverains qui les appellent et qui disent qu'ils sont dérangés par un tapage nocturne. Ça c'est la possibilité la plus fréquente. L'autre possibilité, comme hier soir, les forces de l'ordre, on nous a dit qu'elles avaient assisté finalement à des regroupements, qu'elles avaient entendu du bruit. Des gens qui traversent un périphérique à 10h ou 22h ou 23h, c'est pas très commun. Donc les forces de l'ordre, elles ont été averties de cette façon-là. Et puis il y a des groupes qui sont créés sur les réseaux sociaux et les forces de l'ordre peuvent également être informées par ce biais-là. Mais c'est plus compliqué parce qu'évidemment ce sont des groupes fermés. Il faut avoir des informations, il faut les rejoindre. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'être informé par ce type de réseaux sociaux. En revanche, les riverains qui, entre guillemets, dénoncent les tapages nocturnes, ça c'est beaucoup plus fréquent. Alors ça c'est pour les sources d'information. Maintenant, comment est-ce que les forces de l'ordre interviennent aussi sur le terrain, comme là c'était le cas à 1h du matin? Alors là, on est dans une configuration un petit peu particulière parce qu'on n'est pas dans un domicile. Parce qu'il faut savoir que les forces de l'ordre, quand il s'agit de domiciles privés, elles ne peuvent pas intervenir entre 21h et 6h du matin, sauf quelques exceptions. Par exemple, quand le propriétaire les invite à rentrer dans l'endroit particulier ou quand c'est une personne qui demande à l'aide à l'intérieur de cette même habitation. Elles ne peuvent pas non plus intervenir, ces forces de l'ordre, si elles ne sont pas assez nombreuses parce qu'elles doivent attendre des renforts. Il ne faut pas qu'elles se mettent elles-mêmes en danger et qu'elles mettent également en danger par leur intervention les participants à ces soirées clandestines. En général, l'intervention est assez rapide, sauf quand il s'agit de gros rassemblements. C'est cela qui pose le plus de problème aux forces de l'ordre. Souvenez-vous, ce 31 décembre dernier, quand les gendarmes avaient été appelés pour cette rave party colossale, il y avait 3500 participants. Là, les gendarmes avaient dû attendre avant d'intervenir. L'objectif dans ces cas-là, c'est vraiment de retrouver les organisateurs, de les identifier pour qu'après il puisse y avoir une enquête judiciaire qui soit ouverte et évidemment verbaliser quand c'est possible les participants. En Israël, à présent, les habitants voient vraiment le bout du tunnel. Les théâtres, les cinémas ou encore les salles du sport rouvrent à partir d'aujourd'hui. Dans 15 jours, ça sera la même chose pour les bars et les restaurants. En tout cas, pour ceux qui ont reçu leurs 2 injections du vaccin Pfizer, près de la moitié de la population est déjà vaccinée. Et ce qu'il en ressort, d'après le gouvernement israélien, c'est que ce vaccin Pfizer, il est efficace à 95% contre les contaminations. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La correspondance en Israël de Julia Ganancia. Israël entame aujourd'hui sa 2e phase de déconfinement avec la réouverture pour tous des centres commerciaux, des marchés, des musées et des bibliothèques. Et pour certains, la réouverture des salles de sport, des hôtels ou encore des activités culturelles. Alors je dis pour certains car ces réouvertures-là, très spécifiquement, concernent seulement les personnes qui vont être munies du passeport vert. Concrètement, comment ça marche? Il s'agit d'un code barre que l'on télécharge sur le site du ministère de la Santé après avoir donné son numéro d'identité et avoir certifié que l'on est ou guéri du Covid-19 ou que l'on a reçu les 2 doses du vaccin. Ce code barre, on l'a ensuite sur son téléphone et il nous donne accès donc à tout un tas d'activités, une sortie au théâtre, une exposition, un week-end à l'hôtel. On peut le faire donc aujourd'hui avec ce passeport vert. Alors la campagne de vaccination en parallèle se poursuit en Israël, elle a quelque peu ralenti et puis elle est revenue de plus belle, certainement grâce à la mise en place de ce passeport vert qui en a convaincu plus d'un à aller se faire vacciner. Voilà pour la situation à Israël. Retour en France où le beau temps est assez peu conciliable avec le respect des gestes barrières. En tout cas, on voit que dans les rues de Paris et sur les quais de Seine, comme sur ces images, les Parisiens sont nombreux, rassemblés à manger, à discuter en groupe, pas toujours avec le masque, vous le voyez, malgré la foule de ces beaux jours. Une situation que constate également sur place dans la capitale Léna Marjac. Vous êtes, vous, du côté du parc Montsouris, dans le sud de la capitale, dans le 14e arrondissement. Et on imagine que là aussi, les parcs sont pris d'assaut aujourd'hui encore. Oui, bien sûr, les Parisiens ont décidé de profiter de cette belle journée et regardez derrière moi justement des groupes qui sont venus se rassembler, des groupes d'amis, des familles venus profiter de ces chaleurs printanières. Alors bien sûr, tout en essayant de respecter du moins les gestes barrières. Alors c'est peut-être un petit peu plus facile ici dans les parcs que dans les rues parisiennes parce que il y a de l'espace. Alors vous le voyez, entre les groupes, il y a des distances assez conséquentes. Concernant le port du masque,
masque, c'est un petit peu plus compliqué. Les personnes qui se baladent, qui sont de plus en plus nombreuses, eh bien, elles arrivent à porter le masque. Elles l'ont presque toutes pour la majorité. Par contre, dans les groupes, eh bien, là, c'est un petit peu plus compliqué de le garder sur le nez. Chacun discute, mais sans réelle distance entre amis. Donc bon, les règles sanitaires sont plus ou moins respectées ici au parc Montsouris, mais les Parisiens que j'ai pu rencontrer essayent de faire attention tout en profitant de cette belle journée ensoleillée. Merci beaucoup Léna, donc en direct du parc Montsouris à Paris. On le voit derrière vous, beaucoup de jeunes notamment qui n'en peuvent plus d'être enfermés. Comment s'adresser à eux? C'est tout l'enjeu pour Emmanuel Macron qui s'est transformé, qui se transforme de plus en plus en président youtubeur. Il n'hésite plus à utiliser simplement son smartphone pour se filmer en selfie et envoyer tout ça sur les réseaux sociaux. Clément Gauvin, Blandine Dalena. Donc là, on y est là. C'est une vidéo sans masque et sans distanciation, avec un objectif, sensibiliser les jeunes à l'importance des gestes barrières. J'ai ôté mon masque en voiture, j'en pouvais plus de pas respirer. J'utilise pas les gels hydroalcooliques quand je sais qu'ils sont trop gras. C'est trop visqueux. Une façon humoristique et décalée qui permet au duo star des réseaux sociaux McFly et Carlito de répondre à leur façon au défi que leur a lancé Emmanuel Macron. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter. Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Elysée. Instagram, Snapchat ou encore TikTok, Emmanuel Macron est omniprésent sur les applications préférées de la jeune génération. Sur des sujets plutôt légers. Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous. D'abord pour vous dire bravo. Ou plus polémiques, comme les violences policières. Il y a des violences de policiers, c'est tout à fait vrai. Un entretien de plus de 2 heures sur Brut, un média uniquement présent sur les réseaux sociaux et qui aurait réuni plus de 7 millions de jeunes. Le président de la République a trouvé ce code de communication différent qui répond au sujet de fragmentation des audiences. Tout le monde ne regarde pas les mêmes canaux de diffusion. Les jeunes sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Selon un récent sondage, la cote de confiance d'Emmanuel Macron est plus élevée chez les 18-24 ans que chez l'ensemble des Français. 47% contre 36% ce mois-ci. Une cible à laquelle le chef de l'État est de plus en plus attentif, à près d'1 an de l'élection présidentielle. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. On fait le point sur l'état des routes aujourd'hui. Vous le voyez, bison futé, voie vert partout sur le territoire national, aussi bien du côté des départs que des retours. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. On attend la décision des autorités prises pour Nice et plus généralement le département des Alpes-Maritimes. Y aura-t-il un nouveau confinement localisé? La piste qui tient la corde, c'est celui d'un confinement localisé sur le littoral, notamment le week-end. En ligne de mire, ce sont les touristes. À tout de suite.